Voilà, dans cette vidéo, nous allons traiter la dernière partie et le dernier chapitre relatif à l'analyse des structures dans le domaine fréquentiel, et plus précisément l'effet euh, de la réponse des structures sous une charge qui est une charge harmonique. Alors j'ai repris ici un tout petit résumé pour voir un peu où nous allons avant d'entamer cette dernière partie. Donc je rappelle que dans le domaine temporel, on étudiait la réponse de l'oscillateur simple sous une charge qui est une charge d'abord rectangulaire. On a ensuite regardé le cas d'une charge qui est en Dirac, et puis on a dit qu'avec une convolution, et cette intégrale de convolution qui est représentée ici, on était capable de calculer la réponse sous l'effet d'une charge qui est une charge arbitraire. Dans le domaine fréquentiel, on a commencé par étudier la réponse sous l'effet d'une charge harmonique, ensuite on l'a étendu à une charge périodique à l'aide de la notion de série de Fourier, et nous nous apprêtons, comme je vais donc vous l'expliquer dans un instant, à montrer que la réponse sous une charge arbitraire peut s'exprimer en réalité à partir d'une multiplication. Et la formule à laquelle nous allons arriver dans un instant est exprimée ici en dessous. Elle exprime que la transformée de Fourier de la réponse, elle s'exprime par le produit entre une fonction de réponse fréquentielle et la transformée de Fourier de la sollicitation. Alors ceux qui se souviennent de leurs cours relatifs aux transformées de Fourier, cours d'analyse ou de système, se souviennent qu'à une convolution dans un domaine correspond à une multiplication dans l'autre. Et c'est précisément là que je voudrais vous emmener. Sauf qu'en chemin, on a réussi à faire les développements élémentaires essentiels qui ont permis de bien comprendre que la convolution était une réponse à une somme d'impulsions. Et ce que je vais vous expliquer ici, c'est que la réponse dans le domaine fréquentiel correspond à une réponse composante harmonique par composante harmonique. Alors, le point de départ de la démonstration, ou en tout cas des développements qui vont suivre, sont le développement en série de Fourier complexe. Okay, donc j'insiste sur le fait que à série de Fourier correspond une sollicitation et donc une réponse qui sont périodiques. Nous allons voir dans un instant qu'à la transformée de Fourier correspond une sollicitation et a fortiori donc également une réponse qui sont non périodiques ou qui ne sont pas nécessairement périodiques et donc qui sont en réalité arbitraires. Ok, et donc le point de départ, ce sont les deux équations qui sont là au-dessus. La seconde va nous donner la définition de la transformée de Fourier directe. Et la première va nous donner la définition de la transformée de Fourier inverse. On a deux fonctions dans MATLAB qui font des choses tout à fait similaires. Je parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure. C'est la fonction FFT et la fonction IFFT pour Inverse Fast Fourier Transform. Alors, ok, que peut-on dire pour commencer? On peut dire que, en fait, un chargement arbitraire est un chargement qui est périodique avec une période qui tend vers l'infini. Donc si on imagine que le chargement qui ressemble à ceci, si on le complète avec des zéros devant et derrière, donc là-bas et là-bas, en réalité, si on le complète avec des zéros suffisamment loin à gauche et à droite, on est capable de le représenter finalement comme une fonction qui est une fonction avec une période qui est très très longue. La différence, c'est qu'en fait, on a un signal qui devient complètement arbitraire. Donc, la représentation qu'on utilisait de la série de Fourier, okay, donc, qui est la définition qui est résumée ici en haut de l'écran, va nous donner quelque chose qui ressemble à ceci. Et quand on fait l'hypothèse qu'on met une limite quand t0 tend vers l'infini, on obtient une représentation qui est une représentation de P, et la série devient une transformée de Fourier. Okay, et donc ici, on a la définition de P comme une transformée de Fourier inverse. On peut voir ça encore différemment. Si on imagine un signal qui est un signal périodique comme celui-ci, avec un oméga 0 qui est égal à 2pi sur t0, donc 2pi sur le t0. Tous les petits points qu'on voit ici représentent les différents bâtonnets
des AN et des BN qu'on avait dans la description périodique, la présentation périodique de la fonction. Et en fait, on voit que si la période progressivement augmente, devient de plus en plus grande, avec un T0 qui tend vers l'infini, mais on voit que ceci s'accompagne d'un oméga 0 qui tend vers 0. Et puisque oméga 0 est également la distance entre deux points sur cet axe, eh bien en réalité, cette représentation discrète que l'on avait de toutes les composantes harmoniques dans le cadre d'une série de Fourier, eh bien en réalité, tend vers une représentation qui est une représentation continue ou un continuum des fréquences que l'on retrouve dans la description à l'aide des transformés de Fourier. Transformés de Fourier. D'accord, donc la limite quand t tend vers l'infini s'accompagne d'une limite, une limite qui est de oméga qui tend vers 0. Oméga, on vient de le dire, c'est la résolution fréquentielle. Et la limite signifie que quoi? Signifie que Pn devient une fonction continue de la fréquence. D'accord, donc le Pn, j'ai parlé des AN et des BN, mais l'équivalent en version complexe des AN et des BN, ce sont les Pn. Et donc les Pn sont définis pour, a priori au départ, un certain nombre n de fréquences, et cette fonction-là devient une fonction qui est une fonction continue, ou doit devenir en tout cas une fonction continue. On va voir comment cette limite peut être mise en place. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc la limite, que P c'est la limite d'une somme. On sait bien que la limite d'une somme, ça doit donner une intégrale. Pour avoir une intégrale, il nous faut un petit pas de fréquence. Et donc on va virtuellement introduire un petit pas de fréquence en disant que ici on va multiplier par delta oméga et on va diviser par delta oméga. Delta oméga c'est aussi oméga 0, hein, c'est la résolution fréquentielle. Donc, et delta 0, delta oméga, donc oméga 0, c'est 2pi sur T0. D'accord? Donc en fait, quand je multiplie par delta oméga, ça revient à multiplier par delta oméga, et en même temps multiplier par T0 sur 2pi. D'accord? Donc je ne fais pas d'opération illicite, ou je fais plutôt une opération triviale. Si je multiplie dans la somme par delta oméga fois T0 sur 2pi. Le T0 sur 2pi, vous le retrouvez ici, et le delta oméga, vous le retrouvez là-bas. Alors donc, qu'est-ce qu'on dit? Bien, on va avoir une nouvelle définition du Pn. Ceci, on le définit comme étant P de oméga n. Okay, donc ça, c'est simplement à prendre comme une définition ici. Et qu'est-ce qu'on vient de faire en faisant ça? On vient de transformer Pn, toutes les valeurs discrètes, en des valeurs d'une fonction P. On utilise le même symbole, mais il s'agit ici d'une fonction. Et les valeurs de cette fonction P sont évaluées en des fréquences qui sont discrètes et qui sont oméga n. Et donc sous ce formalisme-là, qu'est-ce qu'on reconnaît? Ben, on reconnaît en fait rien d'autre que la somme sur n de f en oméga n multiplié par delta oméga, où la fonction fn de oméga, la fonction f de oméga n est égale à le p de oméga n multiplié par l'exponentielle de i oméga n fois t. Et si on regarde la limite quand t tend vers l'infini, la limite quand t tend vers l'infini, ça veut dire que le delta oméga tend vers 0 de ceci, eh bien ça c'est rien d'autre que l'intégrale de moins l'infini à l'infini de f de oméga d oméga. Et nous y sommes, donc on arrive donc à p de t est égal à 1 sur 2pi fois l'intégrale de p de oméga, l'exponentielle de i oméga t d oméga. Et ça c'est quoi? C'est rien d'autre que la définition de la transformée de Fourier inverse de la fonction p de oméga. Alors, on peut repartir maintenant de la définition qu'on a donnée de notre fonction p de oméga. On a dit que p de oméga c'était t0 fois pn. Si on revient maintenant sur la définition de pn
qu'on a introduite tout à l'heure. Donc Pn, c'était 1 sur T0, vous le voyez ici. Pn, c'était 1 sur T0 fois cette intégrale. Donc Pn fois T0, il ne reste que l'intégrale. Et donc, je dois regarder la limite maintenant quand t est envers l'infini de cette intégrale. Et ça nous donne donc purement et simplement l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de p de t exponentielle de moins oméga t dt. Et ça, c'est pas indiqué, mais c'est la transformée de Fourier directe. Ok, donc c'est la Fourier transform of pi. Ok, donc en résumé, est excessivement important. Mais bon, voilà, vous savez plus ou moins déjà comment tout ça fonctionne, puisque vous avez déjà eu des cours de système qui vous ont expliqué en quoi concernait la transformée de Fourier par rapport à la décomposition en série de Fourier. On voit donc que les deux fonctions p de t et grand P de oméga forment une paire de Fourier, un peu comme la fonction d'autocorrélation et la densité spectrale de puissance. Quand on connaît un, on connaît l'autre, et qu'elles contiennent des informations qui sont tout à fait identiques. Alors, donc ça, c'était juste en guise d'introduction pour expliquer ou réexpliquer ce que c'est que la transformée de Fourier. J'explique sur la dia suivante qu'en fait, la transformée de Fourier est quelque chose qui est applicable aussi bien à la sollicitation P qu'à la réponse Q. Et donc, si on veut faire une analyse, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va considérer une bande de fréquence infinitésimale, donc de largeur d sur 2pi. Je parle bien de fréquence, donc je fais oméga sur 2pi pour avoir une fréquence. En quelque sorte, si vous voulez, le 2pi qui se trouve là-bas, je vais l'adjoindre au d oméga qui est ici. Alors, donc, la charge, la sollicitation qui correspond à cette bande de fréquence, elle vaut p oméga exponentielle de i oméga t fois le df. Elle fournit une réponse élémentaire qui est une contribution à la réponse, mais qu'on obtient en multipliant simplement par la fonction h. D'accord, donc je prends la même information, je multiplie par la fonction h, et donc on obtient la réponse dynamique en sommant toutes ces réponses-là, et donc en calculant l'intégrale de h fois p de oméga exponentielle de i oméga t d oméga sur 2pi, donc en calculant cette somme-là. Et puis maintenant, si on compare cette expression avec l'expression qui est juste ici au-dessus, on se rend compte, et qui elle provient simplement de la définition de la transformée de Fourier, on se rend compte que pour que ces deux équations-là soient similaires, soient compatibles, il faut nécessairement que Q de oméga soit égal à H de oméga fois P de oméga. Et ceci démontre donc que pour une sollicitation arbitraire P de t qui est connue, on peut lui associer par la transformée de Fourier on peut lui associer P de oméga grâce à cette relation-ci. Lorsque ça s'est fait, on connaît la fonction de réponse fréquentielle. Il suffit de faire le produit dans le domaine fréquentiel de ces deux fonctions-là, de manière à obtenir la transformée de Fourier de la réponse Q. Et si on est intéressé à l'évolution au cours du temps, parce que par habitude, les gens ont plus facile de voir un signal dans le domaine temporel que dans le domaine fréquentiel, quoique avec un peu d'habitude, je vous assure que c'est tout aussi facile de le regarder dans le domaine fréquentiel. Bien, quand on n'a pas l'habitude et qu'on veut la solution dans le domaine temporel, bien, une fois qu'on a la transformée de Fourier, on peut revenir avec la transformée de Fourier inverse pour obtenir l'évolution au cours du temps du déplacement. Ok, et donc je viens de vous démontrer que sous l'effet d'une sollicitation qui est une sollicitation arbitraire, eh bien, on a aussi une méthode qui est full fréquentielle, et qui consiste à simplement multiplier la transformée de Fourier de la sollicitation par la fonction de réponse fréquentielle, de manière à obtenir la transformée de Fourier de la réponse. Alors on a un petit raccourci qui est assez impressionnant, et qui est assez sympathique. J'aurais pu l'utiliser, j'aurais pu vous démontrer tout ça avec l'aide du raccourci dès le début, mais je pense qu'on aurait compris un peu moins. Quand on voit l'équation que je viens tout juste de discuter à l'instant, donc cette équation-là, Q est égal à H fois P, on comprend bien que l'amplitude d'une composante harmonique dans la réponse, on l'obtient en prenant l'amplitude de la même composante harmonique dans la sollicitation, et en la multipliant par la fonction de réponse fréquentielle. Donc il va l'augmenter si on est dans le voisinage du pic de résonance, mais qui va la diminuer si on est dans le régime inertiel. Elle va éventuellement aussi la déphaser.
Et ce que Q de oméga représente, c'est l'ensemble de toutes ces composantes harmoniques. Que je pense que si je n'avais pas expliqué dans le détail la réponse à une charge harmonique et puis périodique, etc., on aurait probablement eu du mal à pouvoir comprendre tout ça. Ok, donc c'était vraiment dans l'objectif de pouvoir vous faire comprendre que j'ai mis autant de temps pour arriver à l'équivalence entre la multiplication dans le domaine fréquentiel et la convolution dans le domaine temporel, chose que vous connaissez probablement déjà très bien d'un point de vue théorique, mais je pense en tout cas qu'il était nécessaire d'illustrer pour bien comprendre les choses. Ok, donc ce raccourci impressionnant nous montre en fait cette équivalence que vous connaissez et qu'on aurait pu utiliser dès le début. Et d'où vient cette équivalence? Regardez, si on prend simplement l'équation du mouvement qui est ceci, si on multiplie à gauche et à droite par l'exponentielle de moins i oméga t, qu'on calcule membre à membre l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, on part d'une équation qui était représentée par une équation en t, où la variable, où le paramètre considéré était le temps. Le fait qu'on multiplie par l'exponentielle de i oméga t et qu'on intègre par rapport au t, le nouveau paramètre devient la fréquence oméga. Et si on calcule les intégrales, on voit ici qu'au membre de gauche, on a 3 termes, donc on peut calculer l'intégrale de chacun des 3. On peut commencer par le dernier parce qu'il est le plus facile. Donc le dernier terme, je peux les mettre en couleur comme ça on les identifie bien. Le dernier terme va nous donner ceci, oméga carré q de oméga. C'est simplement oméga carré fois la transformée de Fourier de q. Alors le terme du milieu va nous donner 2 oméga 1 xi multiplié par i grand oméga q, parce que, comme c'est indiqué ici en dessous, la transformée de Fourier de la vitesse est égale à i oméga fois la transformée de Fourier du déplacement. On peut démontrer ça, c'est peut-être une relation que vous connaissez, qu'on a déjà employée dans d'autres cours. On peut démontrer ça assez facilement par intégration par partie. De la même manière, la transformée de Fourier de l'accélération, c'est moins oméga carré fois la transformée de Fourier du déplacement. Et donc le dernier terme est celui-là. Au membre de droite, qu'est-ce qu'on a? On va retrouver simplement la transformée de Fourier de P de t qui nous donne P de oméga. Et au bout du compte, si on se souvient que la fonction de transfert h, on l'avait définie comme ceci. H est égal à oméga 1 carré sur k fois tout ceci, donc qui vient au dénominateur. Et bien en réalité, on voit que l'équation qu'on a là-bas, elle peut être réécrite sous cette forme-là. Ok, donc tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que j'aurais pu ne pas parler de charge harmonique, j'aurais pu ne pas parler de charge périodique, et j'aurais pu simplement vous dire, ok, on part de l'équation différentielle, de l'équation du mouvement, voilà, équation 42, on multiplie par l'exponentielle de i oméga t, on intègre par rapport au temps à gauche et à droite, et on récupère, au bout du compte, on récupère exactement ce que je voulais vous exprimer, c'est que les composantes harmoniques répondent indépendamment les unes des autres. Et ça, c'est la base de l'analyse dans le domaine fréquentiel. Okay, évidemment, toute cette démo-là, elle tient en une page, elle est super simple, mais le problème, c'est qu'on perd un petit peu l'intuition physique. Ok, donc voilà, ceci clôture la théorie relative à l'analyse des systèmes à 1 degré liberté. Donc en résumé, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. On a deux possibilités. On a la possibilité d'une analyse dans le domaine temporel et la possibilité d'une analyse dans le domaine fréquentiel. On a vu différentes étapes, mais qui nous ont permis d'arriver à deux formulations qui sont excessivement importantes et qui sont duales, qui sont la convolution dans le domaine temporel avec l'intégrale de Duhamel et la multiplication dans le domaine fréquentiel avec la fonction de réponse fréquentielle. Alors voilà, pour aller plus loin, pour s'entraîner, on a quelques petits exercices simples à faire par exemple avec MATLAB si vous aviez envie de vous approprier davantage l'utilisation des fonctions FFT et IFFT. Ah oui, j'avais promis d'en dire un mot de plus. La fonction FFT dans MATLAB veut dire Fast Fourier Transform. C'est un algorithme qui, contrairement à ce que son nom l'indique, transform, contrairement à ce que son nom l'indique, ne calcule pas une transformée de Fourier, mais calcule en réalité les coefficients d'une série de Fourier. Donc on fait l'hypothèse quand on écrit FFT de x, où x est un vecteur, on fait l'hypothèse que x est périodique et ne s'étend pas jusque l'infini, depuis moins l'infini jusque plus l'infini. Donc la période de x, elle est finie, d'accord? J'écris ceci,
T0 est inférieur à l'infini. Et c'est logique, à partir du moment où on discrétise un vecteur, et un signal, et qu'on le met dans un vecteur, et qu'on le donne à manger à un algorithme, on ne peut pas s'étendre depuis moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et donc l'hypothèse qui est faite dans MATLAB, c'est de calculer une transformée de Fourier, d'accord, mais en supposant que ce vecteur-là se répète indéfiniment et égal à lui-même depuis moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc en réalité, ça veut dire que ce signal-là, il est juste périodique. D'accord? Donc si vous voulez vous entraîner avec les fonctions FFT et IFFT, vous pouvez calculer une transformée de Fourier à la main. Vous pouvez ensuite comparer vos résultats à l'aide de MATLAB. Je vous propose une petite solution qui est la réponse d'un système à 1 degré liberté, soumise à un chargement qui est le chargement P de t qui est donné là au-dessus. D'accord? Donc 1 sur 1 plus t carré. Vous pouvez multiplier par un P0 en newton pour que ça ait du sens d'un point de vue unité. Et comparer vos solutions à la fois dans le domaine temporel et dans le domaine fréquentiel. Voilà. Alors, je vous propose 2-3 petits exercices qui sont ensuite d'autres exercices qu'on peut résoudre à la main. Je vous laisse lire les exercices et puis tenter d'y répondre. Vous voyez que l'exercice numéro 2 est un exercice qui date d'une année où on avait encore des examens écrits avec des exercices qui étaient posés pour les examens. On vous demande de faire parfois un tout petit peu de preuve d'imagination pour comprendre et pour décontextualiser les problèmes qui sont contextualisés dans le cadre de ces énoncés. Voilà. Je me tiens à votre disposition si éventuellement il y avait des questions sur ces exercices. Ceci donc conclut l'analyse des systèmes à 1 degré liberté et nous allons attaquer dans la prochaine vidéo l'analyse des systèmes